Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mardi 23 décembre. On est en 2025, bien sûr. Et je vous souhaite la bienvenue dans le français C'est facile avec Adrien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'écriture inclusive. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que vous savez ce que c'est l'écriture inclusive? Je vais vous expliquer tout de suite. Alors, avant de vous expliquer, ou plutôt pour que vous puissiez comprendre l'écriture inclusive, il faut que je vous rappelle une règle de grammaire en français. C'est qu'en général, dans les accords de mots, eh bien, on dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Le genre masculin dans les mots l'emporte sur le genre féminin. Par exemple, avec un participe passé, et le verbe être, on va prendre par exemple le verbe entrer. Si je dis nous sommes entrés, entrer c'est le participe passé, et on va donc devoir accorder entrer avec le nous. Le nous, c'est moi et d'autres personnes. Si c'est moi avec, on va dire, deux autres hommes, on est trois hommes, eh bien, c'est facile, on met ES à entrer, puisque on est masculin et on est plusieurs. Si c'est trois femmes qui disent nous sommes entrés, entrés, on va mettre ES parce qu'il y a trois femmes et elles sont plusieurs. Mais alors comment on fait quand il y a un homme avec deux femmes ou une femme avec deux hommes? Eh bien dans tous les cas, le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, on va conjuguer entrer et s, même si il y a plus de femmes que d'hommes. Si le nous dans nous sommes entrés, c'est un homme et 100 femmes, eh bien on conjuguera quand même et s. On va donc accorder le participe passé au masculin et au pluriel. C'est pour ça que je vous dis, en grammaire française, le masculin, le genre masculin, l'emporte sur le féminin, est plus fort que le féminin. Ça, c'est la base de la grammaire française aujourd'hui. En ce moment, dans notre société actuelle, moderne, on est à une époque où on est en train de se demander si la grammaire française influe sur la société. Est-ce que le fait de dire en grammaire le masculin l'emporte sur le féminin, ça veut dire que les hommes sont supérieurs aux femmes? Est-ce que c'est le cas? Alors, personnellement, je ne le crois pas. Je ne pense pas que la grammaire ait un quelconque rapport avec les inégalités entre les hommes et les femmes, mais apparemment, certaines personnes le pensent et donc ont créé l'écriture inclusive où on va avoir des modifications du français. Il y a des mots qui vont changer, il y a des accords qui vont changer, il y a des mots qui vont être créés, tout ça pour créer une égalité au niveau de la grammaire entre le masculin et le féminin. Alors, l'écriture inclusive, ça contient beaucoup de choses. Je vais vous parler des choses principales et je vais vous donner mon avis. Je vais vous dire, pour moi, les bonnes choses et les mauvaises choses. Ce n'est que mon avis personnel et ça n'engage évidemment que moi. Alors, dans l'écriture inclusive, on va avoir la création de métiers et de fonctions. Ou plutôt, on va rendre au féminin des mots qui étaient avant masculins. Je vous donne l'exemple pour un directeur d'école. Eh bien, avant, que le directeur soit une femme ou un homme, on disait
Madame le directeur, Monsieur le directeur. Maintenant, on va dire Madame la directrice et Monsieur le directeur. Pareil pour un ministre. Avant, on disait Monsieur le ministre, Madame le ministre. Eh bien maintenant, on va dire Monsieur le ministre, Madame la ministre. Un auteur de roman, aujourd'hui, on va dire autrice. Un auteur, une autrice. Ou alors auteur avec un E. Donc vous voyez, on a en fait transformé des mots masculins en féminins pour qu'il y ait une égalité dans ces mots, dans ces titres, dans ces métiers, dans ces fonctions. Alors pour moi, ça, c'est une bonne chose, je trouve. Ça ne me choque pas de dire directrice plutôt que directeur. Je trouve ça très bien d'avoir féminisé des mots de métier, des mots de titre, des fonctions, pour qu'il y ait un mot pour l'homme et un mot pour la femme. Avec ça, moi, j'ai aucun problème, très bien. La langue française évolue comme toutes les langues vivantes. C'est quelque chose qui va changer au fil des ans. Et je trouve que ce changement est très bien. Ensuite, si je vous parle, plutôt si on reparle de l'accord du participe passé dont je vous ai parlé au début, il y a dans l'écriture inclusive une loi qui dit que c'est le nombre qui va décider de l'accord qu'on va faire. Par exemple, on reprend « nous sommes entrés ». S'il y a un homme et 3 femmes, il y a plus de femmes que d'hommes et donc entrée prendra un E. E-E-S. Je vous rappelle que si vous voulez voir par écrit tout ce que je dis, si vous voulez lire mon podcast, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne Patreon. Ça permettra de me soutenir, de me remercier de faire ce podcast. D'ailleurs, merci beaucoup à mes abonnés. Et ça vous permettra d'avoir des podcasts exclusifs et d'avoir la transcription des podcasts. Bien donc, je vous disais, c'est le nombre qui va décider de l'accord. S'il y a plus d'hommes que de femmes, eh bien on accordera au masculin. Mais alors s'il y a autant d'hommes que de femmes, comment on fait? Eh bien j'en sais rien. C'est pour ça que je trouve que cette règle, vraiment, elle ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, elle est très peu appliquée. On apprend toujours aux enfants en grammaire que s'il y a un homme et plusieurs femmes, on accorde comme si c'était masculin. Ensuite, on a dans l'écriture inclusive un nouveau pronom qui a été créé, c'est le IEL. I-E-L. Et c'est un mélange entre il et elle. Ça a été créé pour les personnes qui ne se définissent ni comme un homme, ni comme une femme. Pour les personnes qui pensent ne pas appartenir au genre masculin et ne pas appartenir au genre féminin. Alors, j'ai pas d'avis là-dessus. Je pense que s'il y a des personnes que ça rassure d'avoir un pronom à eux, le IEL, si c'est quelque chose pour leur santé mentale qui est important, eh bien très bien, on peut adopter ce IEL, mais franchement, je ne le vois quasiment jamais dans les livres, donc j'imagine que soit ça va disparaître, soit ça va prendre plus de temps qu'on ne pensait à l'adopter. Et enfin, dernière chose avec l'écriture inclusive, là par contre que je trouve insupportable, c'est quelque chose que je déteste et que j'espère qu'il va disparaître, c'est que parfois, à la fin des mots, il y a un point et on va rajouter un E et un autre point et un S. On va prendre le mot artisan, les artisans. Un artisan, c'est quelqu'un
qui va faire un travail manuel et qui va fabriquer quelque chose. Un boulanger, c'est un artisan. Donc, un artisan, quand on l'écrit, on va rajouter un point à la fin avec un E, parce qu'on peut parler de femmes qui sont des artisans, des artisanes d'ailleurs, et un point avec un S si ils ou elles sont plusieurs. Mais ça, c'est horrible. Je sais pas qui a inventé ça. Ça s'appelle le point médian, je crois. Oui, c'est ça, c'est point médian. Mais quand on lit, franchement, c'est compliqué. C'est pas fluide. Alors peut-être que je suis un vieux con, c'est possible. Mais en tout cas, ce point médian, moi, il me sort par les yeux. Je trouve ça moche d'écrire comme ça. Autant le fait de mettre au féminin des noms de métiers, ça je suis tout à fait pour. Autant le yel, ça me dérange pas. L'accord du participe passé, bon, je trouve ça con, mais pourquoi pas. Mais le point médian, ça c'est no way. Enfin bref, ça c'est que mon avis. Le futur nous dira si en français, l'écriture inclusive va disparaître, ou alors si elle va rester et qu'on va la retrouver dans les livres au fur et à mesure du temps. Et ça, c'était donc la première partie de mon podcast. Maintenant, je vais vous parler d'une expression qui est prendre ses jambes à son cou. Alors, on va déterminer, ou plutôt on va détailler les mots de l'expression. Il y a 6 mots. Le premier, c'est un verbe, le verbe prendre. On en a déjà parlé plusieurs fois. Souvent, prendre, c'est attraper quelque chose avec la main. Là, à côté de moi, j'ai une tasse de thé. Je prends la tasse à la main. Je prends dans ma main la tasse. Ça, c'est le verbe prendre. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un sens un peu différent de prendre. Aujourd'hui, je vais vous parler du sens de prendre pour grossir. On peut utiliser le verbe prendre quand vous voulez dire à quelqu'un qu'il a grossi. Vous pouvez dire qu'est-ce que t'as pris? Ça veut dire qu'est-ce que t'as grossi? Alors c'est pas très gentil de dire ça à quelqu'un, mais si c'est à un pote, à un copain, et que vous le connaissez bien, si c'est en rigolant, il n'y a pas de problème. Donc prendre, ça veut dire prendre du poids en fait, grossir. On dit d'ailleurs prendre des hanches, prendre du ventre, prendre du poids, comme je vous le disais, prendre de l'embonpoint. Vous pourriez dire, t'as vu Adrien récemment? Il a pris du ventre, c'est incroyable. Non, j'ai pas pris du ventre, hein, c'est faux. Vous pourriez parler d'une femme que vous connaissez et vous dites elle a pris des hanches depuis le mois dernier, c'est impressionnant. Ça veut dire que j'aurais grossi du ventre et cette femme aurait grossi des hanches. Ça, c'est un autre sens de prendre dont je ne vous avais pas encore parlé. Ensuite, on a ses jambes. C'est, quand c'est écrit S-E-S, c'est un déterminant possessif. Ça veut dire que quelque chose appartient à quelqu'un. Ici, c'est les jambes d'une personne. Les jambes, vous connaissez, c'est ce qu'il y a en dessous de la taille. Mais en fait, si on veut être plus précis, en anatomie, la jambe, c'est du genou à la cheville et la cuisse de la hanche au genou. Mais bon, peu importe, on va dire que les jambes, c'est en dessous du bassin. Donc prendre ses jambes à, ça c'est une préposition. Et ici, ça va introduire, ça va déterminer à quel endroit vont être les jambes. À quel endroit vont aller les jambes? Où ça? Eh bien, à son cou. Son, on a encore là un déterminant possessif qui marque la possession. Et le cou, c'est ce qui va relier la tête au buste. Donc imaginez que vous courez tellement vite que vos jambes vont arriver au niveau de votre cou. Eh bien, prendre ses jambes à son cou,
c'est s'enfuir, déguerpir, c'est partir en vitesse. Vous courez tellement vite que vos jambes vont monter au niveau de votre cou. Évidemment, c'est une image, c'est quelque chose d'un peu humoristique, mais en vrai, ça veut dire s'enfuir, ça veut dire partir très vite. Et souvent, c'est suite à une émotion, c'est suite à de la peur, de la terreur, ça peut être de la surprise, de la tristesse. Si vous regardez l'image du podcast, je vous ai mis une petite fille qui court très vite parce que derrière, il y a un énorme monstre avec la bouche ouverte. La petite fille doit avoir peur, elle n'a pas l'air rassurée parce qu'elle va se faire manger par le monstre. Donc elle court très vite. Elle court pour sauver sa vie. Elle court parce qu'elle a peur. Elle court pour s'enfuir, pour pouvoir rester vivante. Elle prend ses jambes à son cou. Est-ce que vous avez compris? Prendre ses jambes à son cou, ça veut dire quoi? Souvent on voit ça aussi, ou plutôt on entend ça, ou on lit ça, dans les livres d'horreur ou les films d'horreur. Il y a toujours une scène où le héros ou l'héroïne, le personnage principal, va s'enfuir, va essayer de partir au plus vite pour ne pas se faire rattraper par le tueur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ces films, le personnage principal est toujours en train de courir, le tueur, lui, il marche, mais le perso principal n'arrive jamais à prendre de la distance par rapport au tueur. Alors qu'il y en a un qui court et l'autre qui marche. Donc soit la personne court très doucement, et donc le tueur peut le rattraper en marchant, soit c'est de la connerie, les films d'horreur. Enfin bref, le tueur arrive toujours à rattraper sa victime. On ne sait pas comment il fait, parce qu'il marche, et que vu comment il est habillé, souvent c'est avec un grand manteau, un grand plastron, avec une faucille, avec un couteau. Ça doit pas être pratique de courir dans la rue comme ça. Enfin bref, je suis en train de m'égarer. Revenons à nos moutons. Et donc, prendre ses jambes à son cou, c'est partir en vitesse, c'est s'enfuir. En anglais, on dit to run for your life, courir pour sa vie. Est-ce que vous avez compris? N'hésitez pas à utiliser cette expression en français quand vous voyez quelqu'un qui court très très vite parce qu'il a eu un choc, parce qu'il a eu peur. Si vous voyez quelqu'un qui court très vite sur une piste d'athlétisme, on ne peut pas utiliser prendre ses jambes à son cou. C'est uniquement quand il y a eu un événement spécifique, de la peur, de la tristesse, de la surprise, qui a déclenché la course. Demain, nouvelle expression française, on sera mercredi 24 décembre, c'est le réveillon de Noël, mais je serai quand même là pour vous fournir un podcast par jour, et on va voir ensemble une expression qui est être un pique-assiette. Je vous parle de tout ça demain. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane.